Donc mes amis, premier stage de l'année 2023. Déjà merci à tous d'être venus. Vous avez, franchement, je ne dis pas ça parce que c'est filmé, mais il y a eu un très bon niveau, donc bravo à vous. On a fait du physique, on a fait du catch, on vient de finir les promos qui est un exercice que j'apprécie beaucoup, ça permet de travailler sur les personnages qui est très important en catch. Et comme je termine toujours mes stages, je fais toujours un Q&A, question and answer, questions and answer en anglais, donc question-réponse. Pourquoi? Parce que si vous pouvez prendre le réflexe et l'habitude de poser beaucoup de questions à vos coachs et aussi aux gens qui ont plus d'expérience que vous, très souvent vous allez être capable de récolter des informations ou des petites astuces qui vont vous permettre tout simplement de progresser beaucoup plus rapidement dans votre carrière. Moi quand j'étais quand j'étais partout, hein, mais aussi bien quand j'étais en France, en Europe, à la WWE, à Impact, dès que j'avais la chance de côtoyer un catcheur qui avait plus d'expérience, un mec comme Paul Heyman ou des scripteurs, je ne peux pas dire que j'ai jamais posé vraiment de questions à Vince McMahon, mais Triple H ça m'est arrivé. Bref, dès que j'avais accès à une personne qui avait une mine de savoir, je ne sais pas si on disait en français, mais une bibliothèque de savoir, je ne sais pas comment, vous comprenez l'idée, qui avait beaucoup de connaissances et de savoir, je piochais dans ce réservoir parce que très souvent, le gars ou la meuf allait me dire des choses qui allumaient les lumières dans mon cerveau et qui me disaient mais wow, c'est totalement ça, maintenant je comprends. Donc je vous donne ce conseil. Si vous êtes sur un show où il y a un catcheur qui a beaucoup plus d'expérience ou un mec super connu ou quoi, très poliment, vous allez voir, écoutez monsieur, je ne veux pas vous embêter, est-ce que je peux vous poser quelques questions, une ou deux questions pour, voilà, par rapport au catch. Et je vous le dis, ça je vous le dis direct, très souvent, encore plus si c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience et qui ne catch plus trop, comme une légende, Hall of Famer ou quoi, le mec va adorer parler du business, il va adorer parler du catch, il va adorer parler de sa carrière et ça sera très rare que le mec vous envoie balader. Au contraire, s'il sent que vous êtes passionné et s'il sent que vous êtes sincère dans votre démarche d'aller poser une question pour apprendre, vous ne faites pas juste ça pour vous faire bien voir, il vous répondra. Et moi, ils m'ont toujours tous répondu, que ce soit Roddy Piper, Booker T, Paul Heyman, Bret Hart, Undertaker. Chaque fois que je suis allé les voir et que je leur ai dit monsieur j'ai une question, ça vous embête pas, les mecs ils m'ont répondu et ils m'ont donné chaque fois des réponses de fou quoi. Donc c'est à vous les amis, n'hésitez pas, question. Du coup juste avant tu disais que tu avais reçu des réponses qui te faisaient dire ouah ça j'avais pas vu cette chose sur cet angle là, ça a vraiment changé mon état d'esprit ou ça m'a fait un déclic. C'est quoi la réponse qui t'a fait ressentir ce sentiment de manière la plus forte? Il n'y a pas de problème, c'est très bon. Question très simple mais toujours très bonne, excellente. Je vais même te donner plusieurs parce que j'ai tellement de fois repensé à tous ces conseils qu'on m'a donnés que je vais te les donner, ça va être très court. Enfin, c'est non exhaustif, c'est les premiers qui me viennent en tête. Si vraiment je me remémore les discussions, les questions que j'ai posées à Bret Hart ou à Roddy Piper ou tout ça, je vais t'en sortir pendant 10-15 minutes. Alors, Roddy Piper. Roddy Piper, c'était à Access à la Nouvelle-Orléans, où on s'était vu d'ailleurs. Je lui avais demandé comment vous êtes devenu aussi bon micro. Parce que Roddy Piper est considéré comme un des meilleurs micros de l'histoire. Parce qu'il avait cette façon de vivre tout ce qu'il faisait de façon tellement intense qu'on se disait mais attends, mais il est vraiment fou, il est vraiment à fond dans son truc ou c'est un jeu, tu vois. Et il m'expliquait. Il m'avait donné cet exemple, par exemple. Le premier match qu'il a eu, alors je ne sais plus si c'était au Canada ou si c'était aux États-Unis, genre un match très important pour lui, je crois que c'était aux États-Unis, c'est à WA, il me semble. Il arrive aux États-Unis, le mec à la base il était canadien. Je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est Toops, il me semble son vrai nom. Enfin, bref, le mec à la base, Roddy Piper est canadien, il n'est pas écossais. Il était canadien, il n'était pas écossais. Et quand il arrive aux États-Unis, je crois qu'il y a un promoteur qui lui dit écoute, toi, tu vas être un Écossais, tu vas venir avec la cornemuse et tu vas faire ce personnage. Ok, d'accord, parce que je crois qu'il en avait un peu joué dans sa jeunesse, il me semble, il disait. Donc bref, comme c'était un tout petit nouveau, un petit jeune qui venait d'arriver,
et que dans le vestiaire, il y avait des vieux qui n'aimaient pas trop voir les jeunes arriver pour leur prendre leur place, il m'avait expliqué que son premier match important où il arrive sur le ring, il doit jouer de la cornemuse sur le ring. Le moment où il commence à vouloir en jouer, il n'y a aucun air qui sort de l'instrument parce que les vétérans, les vieux dans le vestiaire, ils ont rempli son instrument de papier, de trucs, qui fait que ça a bouché le trou. Et en fait, il est hors d'un con, là, il essaie de jouer, il forçait comme un fou, mais il n'y a pas de son qui sortait et tout le public se foutait de sa gueule. Et il était super jeune. Et comme il était jeune, par rapport à sa position sur la carte, il ne pouvait pas aller au vestiaire et engueuler les vétérans qui avaient fait ça. Il a fermé sa gueule et tout. Mais il disait, ce jour-là, ça m'a tellement mis les nerfs. J'avais tellement les nerfs contre le mec qui avait fait ça et qui était mort de rire quand je suis rentré dans le vestiaire, que chaque fois que dans mes promos ou dans le ring, je devais ressentir de la colère, je visualisais le visage de ce gars-là sur la tête de mon adversaire ou dans ma tête pour sentir toute la haine qu'il m'avait mise ce jour-là. Et en fait, le mec, quand il m'a expliqué ça, et je te jure, le mec, il m'a expliqué ça, et je voyais qu'il s'énervait tout seul, tu vois, en repensant au moment, tu vois. Et que, donc, tu vois, avec ça, une interaction comme ça, j'ai compris direct que, ok, d'accord, ça, c'est un niveau au-dessus, tu vois. Si tu veux vraiment être à un niveau où les gens connectent à ce que tu fais à tous les niveaux, il faut vivre ce que tu fais et le vivre à 200%. Tu ne peux pas juste faire semblant d'être énervé ou être un peu énervé. Non, il faut vraiment visualiser comme si le mec, il a frappé quelqu'un de ta famille ou voilà, tu vois. Donc ça, c'était important. Et un deuxième exemple pour répondre à ta question, ça avait été Bret Hart. Il était venu un jour à NXT, il était venu voir des enregistrements d'NXT à Full Sail et il avait fait un Q&A avec les élèves, les catcheurs d'NXT, les jeunes. Et moi j'avais posé 2 questions, que je ne dise pas de bêtises, alors la deuxième, la deuxième elle était pas mal mais elle serait très longue à expliquer. La première c'était, Bret Hart était connu, en tout cas à l'époque, c'était pas ma question, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop Bret Hart était connu pour être un des catcheurs les plus aimés de l'histoire de la WWE. Okay, il y avait toutes ces vidéos où les fans se jetaient sur lui, leur donnaient les lunettes. En Inde, ils avaient été, je ne sais plus combien, à se jeter sur lui. Et donc voilà, Bret Hart était et est toujours connu comme étant un catcheur qui avait un lien très fort avec ses fans. Les fans de Bret Hart, c'était limite un culte, tu vois, qu'ils vouaient à Bret Hart. Et moi, je lui pose la question, parce qu'en catch, il faut comprendre. Le but du catch, notamment si on fait ça proprement, c'est de connecter avec les fans. C'est que les fans aient envie de vous voir et les fans s'associent émotionnellement à vous et soit vous aiment, soit vous détestent, mais dans tous les cas, qu'il y ait un lien avec ces fans, d'accord? Et donc moi, ma question à Bret Hart, qui a souvent été ma question que j'ai souvent posée à des légendes ou à des mecs qui s'y connaissent, c'est, d'après vous, qu'est-ce qui a fait que dans votre carrière que vous aviez un lien si fort avec vos fans? Et Bret m'avait dit, alors il m'avait dit déjà, en plus de bien sûr me donner à 100% dans chacun de mes matchs, ce qui est logique, peu importe télévisé ou pas, c'est très important, les gens ils le sentent, quand tu te donnes à fond dans tes matchs, ils le sentent, primo, ça c'est clair et net. Il m'avait aussi dit, ça c'est peut-être un détail, mais quand même ça montre sa mentalité, il s'est toujours assuré que quand, peu importe, que ce soit à l'hôtel, au restaurant ou quoi, à la sortie du restaurant ou quoi, il s'était toujours assuré que dès qu'un fan, et même s'il y en avait un grand groupe, venait lui demander son autographe, il signait l'autographe de tout le monde. Tu vois. Et il avait fait ça toute sa carrière. Et pour lui, c'était aussi une des raisons qui fasse que ses fans avaient un tel lien avec lui. Tu vois. Alors, je ne dis pas qu'il... Même lui, il n'a pas dit comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a signé des autographes à tous ses fans sur Terre. Mais par contre, dès que des fans venaient le voir, il ne les envoyait pas chier et il avait ce lien avec eux. Tu vois. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça, à droite, à gauche, qui font que ça te donne une autre vision du truc. Surtout quand tu parles à des gars qui ont fait ça depuis des années et qui ont eu une très grande réussite. Donc, continuez, n'hésitez pas. Question suivante. Est-ce que tu sais, toi qui as passé beaucoup de temps du coup là-bas, pourquoi il y a aussi peu de Français, que ce soit à la WWE ou dans toutes les fédérations mondiales? Je pense que c'est parce que, malheureusement, alors, barrière de la langue déjà, premièrement, barrière de la langue. Dans le sens que si les Américains, la WWE veulent, ou la AEW, peu importe, veulent du français, ben, ils ne vont pas savoir à qui s'adresser. Parce que tu veux de l'anglais. Tu as des mecs comme William Regal, Phil Finlay qui sont déjà aux States, ils parlent la même langue. Oh, hey, tu n'as pas un bon catcheur anglais à nous conseiller? Ouais, j'ai lui. Ok, cool. En Allemagne, ils n'en ont pas tant que ça non plus. Ils n'ont pas tant de catcheurs allemands que ça. Pourquoi? Parce que demain, ils cherchent un catcheur allemand ou ils cherchent un catcheur français. Merde, on appelle qui? C'est une des raisons.
C'est pas la raison principale, hein, mais c'est une des raisons, je pense, déjà primo. Deuxièmement, tout simplement, je pense qu'en France et dans d'autres pays également, mais surtout en France, on a justement cette arrière-pensée et cette idée préconçue que parce qu'on est français, on va avoir plus de mal que les autres. Ce qui est vrai ou faux, peu importe. Mais dans tous les cas, vu qu'on a beaucoup de fans et de catcheurs ont cette idée, ça met des barrières dans la tête des gens. Et les Français, beaucoup de Français, très peu de Français, beaucoup de Français ne se donnent pas tous les moyens possibles pour réussir internationalement. Et donc à l'inverse, il y en a très peu qui le font. Et les très peu qui le font soit trop tard dans leur carrière, parce qu'ils n'ont pas fait assez tôt, soit ils le font mais pas de façon bien guidée. Et écoute, pour faire simple, regarde, dans un monde parfait, un jeune Français qui veut aller aux États-Unis, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, primo, vous verrez, vous m'avez vu catcher contre Mila Smith. Mila, elle m'a contacté à 14 ans et je lui ai donné à 14 ans, elle m'envoie un message et elle me dit bonjour monsieur, comment je suis très motivé, un super message bien écrit avec sauter les lignes, sans faute d'orthographe, voilà. C'est mieux que le gamin de 14 ans qui t'envoie un message genre bonjour, sans même dire bonjour, comment je fais pour aller à la WWE, sans même point d'interrogation, tu vois, ça en général tu réponds pas. Mais par contre, la gamine ou le gamin qui prend la peine d'écrire un bon message et tout, déjà primo, tu respectes, donc tu réponds. Et cette réponse, tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans la personne. Je te donne l'exemple de Mila. Donc Mila me contacte, elle me demande comment faire catcheuse, comment réussir dans le catch et tout. Et je lui donne plein de ce que j'estimais à l'époque, en 2012, donc je venais d'être signé à la WWE. Je lui donne plein de conseils qu'au final, elle a suivi à la lettre. Et aujourd'hui, bon, oui, il y a Amal, oui, il y a d'autres catcheuses françaises, même si franchement, je pense qu'Amal et Mila, c'est les deux plus en vue. Mila a, à ce jour, je pense, un avenir beaucoup plus ouvert que n'importe quel autre catcheur ou catcheuse français actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même bien jeune, elle a l'âge qu'il faut pour vraiment exploser maintenant internationalement et qu'elle a fait tout ce qu'il fallait. Et faire tout ce qu'il fallait, c'est quoi? Apprendre l'anglais à fond, se donner à fond sur tout ce qui est conditions physiques, look, apparence, etc. Parce que ça reste un business cosmétique. Hein. Si vous allez être sur des posters pour des shows de catch, il faut que les gens, quand ils vous voient, ils font oh, c'est quoi ce truc, j'ai envie d'aller voir le spectacle. Alors ça ne veut pas forcément dire être super sexy ou super musclé, ça veut dire sortir de l'ordinaire et avoir un look qui fait que les gens vont dire oh, c'est quoi ce truc, putain j'ai envie d'aller voir. Ensuite, travailler le catch, s'entraîner avec les meilleurs, rester très intelligent et politique dans le sens que pas avoir d'ego, pas se mettre mal avec les catcheurs ou les catcheuses ou les promoteurs parce que tu sais jamais les portes qui peuvent se fermer, etc. Et aussi, alors là c'est ce que très peu de Français font, voyager. Il faut voyager. Et voyager, ça veut dire malheureusement au début, économiser de l'argent, travailler pour économiser cet argent et quand tu as assez d'argent, tu pars. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir en restant en France, non. Mais en France, tu vas prendre l'expérience nécessaire pour te rendre assez bon pour que quand tu pars à l'étranger, tu pourras faire, comme on dit en anglais, tourner des têtes. C'est-à-dire que, genre, pendant que tu catches, s'il y a du bruit ou parce que pendant ils te voient passer avec une super tenue, un super physique, les gens vont faire « c'est qui lui ?» tu vois. Et « ah ouais, lui, il est français. »« Ah ouais, putain, il est français, putain, elle est française. Putain, il ressemble à une star et tout. Ah, tiens, je vais regarder son match. » Et c'est comme ça que ça commence. Le problème également, et ça c'est ce qu'il faut comprendre, et en ce moment, moi, je bosse là-dessus, tu ne peux pas aller faire carrière aux États-Unis, vraiment carrière aux États-Unis, si tu n'as pas de visa de travail. Parce que tu n'auras aucune grosse fédé actuelle qui te dira, qui te fera bosser tout simplement si tu n'as pas de visa de travail. C'est logique. Il faut travailler légalement. Si tu veux vraiment être professionnel, il faut travailler légalement. Et ça, c'est un très 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 gros frein pour beaucoup de personnes, pas juste français, européens, même mondial, que tu ne peux pas aller aux États-Unis si tu n'as pas de visa de travail. La WWE, s'ils te signent, grosso modo, ils font les démarches pour le visa. Donc, voilà. Mais il faut se faire signer par la WWE. Et pour se faire signer par la WWE, il faut le niveau, il faut les contacts, il faut la fame, c'est-à-dire la renommée. Et pour ça, il faut bosser. Mais voilà, je ne sais pas trop si j'ai répondu à ta question, mais je pense que le problème, c'est qu'il y a un très très gros niveau en France. Mais je pense que la plupart des Français ne se donnent pas vraiment les moyens pour réussir internationalement. C'est quoi ça travaille Pour les États-Unis,
ou n'importe où? N'importe où, Bah déjà, toi, t'es quelle nationalité? français. Voilà. Donc en fait, en France, toi, vu que t'es français, t'as le droit de bosser en France n'importe où. Voilà, parce que t'es français. T'as un passeport français. Comme on est en Europe, et que l'Europe, ils ont aboli les frontières, sauf maintenant avec le Brexit de l'Angleterre, tu peux travailler n'importe où en Europe sans visa de travail. Un visa de travail, c'est quand tu vas dans un pays dont tu n'es pas national et il faut faire une demande au gouvernement de ce pays, genre bonjour, je ne suis pas, bon, je suis français, j'aimerais travailler dans votre pays et eux ils te donnent, en fait un visa de travail c'est un permis de travail. On demande à qui ça? À l'ambassade. Alors, ouais, non, pas directement. Pour les États-Unis, alors, non, les États-Unis, c'est pas à l'ambassade. Tu peux passer par l'ambassade et l'ambassade va te diriger vers les bonnes personnes. Mais par exemple, pour les États-Unis, tu t'adresses à l'USCIS, qui est les United States Immigration Service, mais le C, c'est Citizenship. Voilà. Le service de citoyenneté et d'immigration des États-Unis. Il ne faut pas avoir de employeur pour pouvoir avoir un visa de travail. Alors, non seulement ça, il faut plein de critères. Bon, après, c'est sûr, si tu as un employeur avec un contrat tout prêt, oui, ton visa, normalement, tu l'auras, mais il faut quand même le payer. Et pour les États-Unis, beaucoup passent par un avocat d'immigration, un immigration lawyer, parce que il y a tellement de démarches et le dossier est tellement compliqué à monter pour qu'il soit accepté et tout bien rempli, que si tu le fais seul, ça va être super dur, alors que les avocats, c'est leur métier. Donc, ils font ça, tu vois. Mais en France, tu sais, c'est pareil. En France, si tu n'es pas européen, en France, il faut un permis de séjour et un permis de travail. Déjà, le permis de séjour, je ne sais pas si en France, c'est automatique que tu peux travailler. Le permis de séjour, c'est OK, tu peux rester, mais je ne sais pas si tu peux travailler avec juste un permis de séjour en France. C'est le même principe. Du coup, par exemple, si un Français est éduqué à l'extérieur de l'Europe, Ouais. donc un jour, c'est mort. Si jamais il sera accepté, il va aller là-bas faire un jour. Tu peux aller le faire en mode non, j'y vais juste pour m'amuser, mais bon, après, c'est comme toi. Alors attention, peut-être le promoteur il va te dire si t'es hors de l'Europe. Mais écoute, vu que tu n'as pas de permis de travail, je ne veux pas prendre de risque, tu viens, tu catches, mais je ne te paye pas. Au pire, je te paye le billet d'avion, l'hôtel, ok, d'accord, mais je ne te pique pas d'argent parce que je ne veux pas être dans la merde si je me fais contrôler. Tu vois, après, c'est libre. Et après, il y en a d'autres qui vont prendre quand même le risque, qui vont faire bon, écoute, file-moi un billet, faire mal de ma gueule. Ça dépend des catcheurs, ça dépend du promoteur, ça dépend de plein de choses. Tu vois. Pour être dans le légal, si on sort de l'Europe, il faut un. Écoute, je vais te parler franchement, à ce jour, en tout cas pour toi, c'est pas méchant, mais tu étais loin de partir hors de l'Europe pour catcher. Quand tu y seras, tu t'arrangeras. Tu préfères faire quoi? En tout cas, à ton niveau actuellement. S'il y a un mec qui te contacte, par exemple pour le Japon, il va te dire allez, écoute, je te paye le billet d'avion, je te paye l'hôtel, mais par contre, tu viens, je te paye pas. À part, attention, le Japon, ils sont réglo. Souvent, le Japon, ils font les permis de travail. Mexique. S'en fout. Ouais. Moi, c'est pas. La plupart des Mexicains, les catcheurs qui catchent au Mexique que je connais, ils disent le mec, il va. Au contraire, ils s'en foutent. Parce qu'au final, regarde, tu fais quand même vivre l'économie locale du pays. Tu vas aller dans un hôtel, tu vas aller dans des restaurants là-bas, ils vont pas te faire chier, genre, oh, t'as pas de permis de travail pour faire un show de lucha libre, vas-y, on t'envoie en tôle. Bon, bien sûr, tu sais jamais, tu peux tomber sur un con qui va te faire chier. Mais je te dis, au Mexique, la plupart des gens qui me disent, c'est mec, c'est freestyle au Mexique. Parce qu'en fait, après, il faut aussi voir un truc, tu peux y aller en touriste, et souvent, les gens font ça, tu vois, ils vont en touriste, et puis ils catchent sur place. Les États-Unis, touriste, c'est 3 mois. Je crois que le Mexique, c'est 6 mois, il me semble. Voilà, donc, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Vas-y, Matt. Comment tu es allé aux États-Unis, la première et la deuxième fois? Alors, il y a eu Comment tu as plusieurs réussi? fois. Par quel biais? Ouais, alors. Quand tu dis ça, tu englobes la WWE. J'englobe toute ton expérience aux États-Unis, que ce soit peut-être dans les super indépendants et à la WWE. C'est bon. Alors, écoute, on va même parler du Canada. Quand je suis allé au Canada en 2006 pour apprendre le catch, j'avais fait ce qu'on appelle, et ça c'est très important pour vous, surtout si vous êtes jeune, j'avais fait un PVT, qui est un programme vacances-travail, qui est accessible pour les Français dans plein de pays, notamment le Japon. Si je l'avais su à l'époque, je pense que je l'aurais fait. C'est un permis de travail pour les jeunes de moins de 30 ans, que si vous n'avez jamais été dans le pays en question, de façon prolongée, vous pouvez demander un permis de travail, mais aussi de séjour, qui dure entre 6 mois et 1 an, et qui vous permet de travailler sur place. Et ça, c'est excellent, parce que, notamment pour le Japon, tu vois. Bon, bref. Et je l'avais fait pour le Canada, parce que comme j'allais apprendre le catch là-bas, je partais pour 3 mois, mais comme je n'étais pas sûr de ce que je faisais ensuite, je fais écoute, je vais faire un PVT, programme vacances-travail. Je pense qu'il est gratuit le truc, il faut juste montrer que vous avez assez d'argent sur votre compte en banque pour vivre quelques mois. Donc, je crois à l'époque c'était 3000 balles, 3000 euros. Il fallait que tu montres que tu es sur ton compte en banque. Mais après, j'avais eu mon permis de séjour d'1 an pour le Canada. Au final, je suis resté que 3 mois.
Voilà, ça c'était la première fois. Après ça, donc en 2007 et en 2008, je suis allé en Californie pour m'entraîner et catcher, bien sûr, mais principalement surtout m'entraîner et développer mon catch. Et là, j'allais en touriste, donc visa de touriste, 90 jours maximum. Donc j'ai resté les 3 mois entiers, et après je repartais et je revenais. Ça, je l'ai fait 2 fois. Et puis après, quand j'y suis retourné, c'était avec la WWE. Et la WWE, ils m'ont signé en Europe, donc voilà, en Angleterre. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont signé en Angleterre, mais mes essais, je les ai fait à Liverpool, donc il n'y avait pas besoin de visa à l'époque parce que c'était encore l'Union Européenne. C'est un tryout. Hein? C'était un tryout. Alors c'était, ouais, tryhard, mais c'était un tryhard à l'ancienne, pas comme ils font maintenant, 3 jours d'entraînement intensif. C'était genre, ils faisaient Raw et SmackDown à Liverpool. Allez, on fait venir 15 catcheurs européens, on va essayer de les faire faire un petit match, et une promo dans l'après-midi, soit à Raw, soit à SmackDown. Et voilà, s'il y en a des bons, on les prend. Grosso modo, c'est ça. Et moi, donc à Raw, on n'a rien fait, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Raw, c'est toujours tellement serré de que c'est rare qu'ils aient le temps. Mais à SmackDown, là, on a beaucoup plus de temps, donc j'ai fait un match, j'ai fait une promo. Comme à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à savoir ce que je faisais dans le ring. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont proposé un contrat quelques mois après que j'ai passé plusieurs tests médicaux, tout ça, machin truc. Et après, une fois que le contrat est signé, ils commencent la procédure de visa, eux de leur côté. Ils me demandent des papiers du genre, ouais, est-ce que tu as des articles de presse, envoie-nous une copie de carte d'identité, machin truc, tout ça. Et après, ils envoient tout à leur avocat d'immigration, justement, qui fait le dossier. Une fois que le dossier est fait, ils envoient ça à l'immigration américaine. Et en général, la WWE, ça passe crème. À moins que genre tu sois un criminel ou que tu aies fait des trucs chelous dans ta vie, ça passe tout seul. Parce que la WWE, ils disent yo, nous, on a juste besoin du visa pour faire bosser ce mec-là pendant 3 ou 4 ans et lui filer tel salaire chaque année. Tu vois. Donc les services d'immigration, ils font oui, pas de problème, allez-y, il va payer ses impôts aux États-Unis, donc c'est bon. Tu vois. Voilà. Tu as pas mal parlé d'âge, tu as parlé de l'âge de Mila, tu as parlé de... Yes. À quel âge est-ce que tu considères que. Alors déjà, à quel âge est-ce que tu considères que c'est le bon pour débuter le catch? Et surtout, à quel âge est-ce que tu considères que c'est trop tard pour espérer une carrière? Bonne question. Alors, l'âge optimal pour commencer. Moi, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 22 ans. Vraiment, j'ai appris le catch à 22 ans au Canada. Mais par contre, à 22 ans, comme je savais que c'était. Allez, tard, quand je dis tard, c'est que j'ai pas commencé à 16 ans, tu vois. Si tu commences à 16 ans ou à 14 ans comme Rey Mysterio, je ne sais plus quel âge, oui c'est sûr, tu arriveras à 18 ans, tu as déjà 44 derrière toi, tu vois, donc c'est autre chose que le mec à 22 ans qui prend ses premières vraies chutes, tu vois. Parce que quand même, à ce niveau-là, entre 18 et 22 ans, il y a 4 ans de différence, donc tu fais le calcul, si le gars il a vraiment commencé à 16 ans, il commence vraiment à catcher à 18 ans, à 22 ans, il a déjà 4 ans de carrière, alors que moi je commence à peine, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai entre guillemets tard. Mais comme je savais que j'avais emprunté ce retard comparé à toi, à 22 ans, mec, j'y suis allé préparé comme une machine de guerre. J'avais déjà une condition physique de fou, j'avais fait de la lutte, voilà, tu vois, je savais déjà un peu chuter, j'étais prêt, tu vois. Ce qui fait que ma progression et mon apprentissage du catch a été 10 fois plus rapide que le mec de 18 ans qui était dans la même classe de catch que moi, qui avait fait jamais de sport de sa vie et qui galérait à faire des roulades, des chutes avant, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a un âge précis? Non. Ce qu'il faut, c'est pour être prêt. Alors après, c'est sûr, tu ne vas pas commencer le catch à 45 ans. Mais tu regardes, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que c'est toujours important de regarder la carrière des catcheurs qui ont réussi et lire leur biographie. Tu regardes des mecs comme DDP, Diamond Dallas Page, pour ceux qui le connaissent, il a fait manager de catch jusqu'à 40 ans. Et à 40 ans, il a commencé à catcher. Bon, après, il était déjà dans le catch, il était déjà à la WCW, il faisait manager. Mais le mec, il a commencé, ouais, alors 40 ans ou 35 ans. En tout cas, le mec, il a vraiment commencé à catcher à 35 ans. 35-40 ans. Alors, c'est un cas parmi tant, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est toujours travailler très, 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 très dur, se donner à fond. Parce que regarde, au final, tu préfères. Je prends un exemple, je sais pas. Mais tu préfères être là à 28 ans et te dire ah non, laisse tomber, je suis trop vieux pour le catch, il y en a qui ont 20 ans, qui catchent déjà mieux que moi, laisse tomber, je vais rien faire. Tu prends cette décision dans ta vie et tu arrives à 45-50 ans et tu as galéré toute ta vie parce que tu n'as jamais essayé de faire du catch, et tu te dis putain, j'aurais dû, il y a 28 ans, quand même, me donner à fond. Ou faire donc le plan B qui est ok, j'ai 28 ans, je m'en bats les couilles, je vais me donner à fond et je vais essayer d'aller aussi loin que je peux. Tu préfères quelle solution? Bien sûr, la deuxième. Voilà, donc c'est ça en fait le truc, il faut pas.
C'est sûr, ça sera plus dur si tu commences plus tard que le gamin qui commence à 20 ans. Mais c'est Césaro qui m'a dit ça, et quand il m'a dit ça, pareil, c'est le genre de petite phrase qui reste. Il me dit, le catch, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Moi, je te dis franchement, je vois énormément de pas mal de jeunes catcheurs français qui sont très bons, ils font plein de trucs très très impressionnants dans le ring, ça machin truc, ok cool. Mais je sais que sur la longueur, alors c'est pas qu'ils me rattraperont pas, mais je sais que moi je continue à travailler mon catch et à travailler tout, mon physique et tout, de façon à ce que justement voilà, je sois un marathonien et pas un sprinter. Et je te redis, une fois que tu as assimilé cette notion, tu comprends un peu plus comment marche le business du catch et comment réussir. C'est pas, je te redis, c'est pas un sprint, c'est pas vite, il faut que j'arrive et il faut que j'ai un match rapidement. Non. Je pose des fondations très 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 solides pour que ma carrière soit la mieux réussie possible et qu'elle dure aussi. Parce qu'au final, c'est ça. Tu préfères quoi? Tu peux avoir une carrière de foot pendant 5 ans parce que tu fais 50 000 prises par match, mais au bout de 50 encore il est complètement flingué, ou avoir une bonne carrière qui dure 25-30 ans, et au final sur ces 25-30 ans, tu fais beaucoup plus de choses que le gars qui a fait catcher que pendant 5 ans. Tu feras peut-être moins de prises, tu seras peut-être moins, considéré comme un casse-cou qui a peur de rien, mais franchement, je peux faire la carrière de 30 ans, que tout le monde respecte, et que la carrière qui dure 5 ans, juste parce que tu sautes du sommet d'un building. Petite question. Alors, quand tu as commencé justement sur le tard, tes objectifs, tes ambitions pour faire du catch et les moyens que tu t'es donné pour les réaliser? Les moyens que je me suis donnés, tout simplement, c'était m'entraîner à fond en conditions physiques et en lutte. Et regarder, bien sûr, énormément de catch. Et alors, encore plus une fois que j'ai appris à catcher. Parce que pour faire simple, si tu regardes pas de catch, ça n'a rien à faire. En tout cas, au début, tu vois. Parce que c'est comme le mec qui veut faire du foot et qui ne regarde pas le foot et il ne sait pas comment tu fais un match professionnel, il ne sait pas comment tu fais une technique. Non, ça, je ne peux pas le concevoir. Donc, je regardais énormément de catch et des catch variés. Genre, à l'époque, c'était où là? C'était en 2000, entre 2000 et 2005. Je regardais des catch japonais, catch américain, pas trop catch mexicain parce qu'il n'y en avait pas trop sur internet à l'époque, mais je regardais les catch européens. Enfin voilà, je regardais un énorme panorama de catch. Ensuite, je me donnais à fond à la salle et à la condition physique, genre je faisais cardio, etc. Et je faisais beaucoup de lutte parce que je me disais la lutte, ça va me donner, et on m'avait dit aussi, ça allait me donner la condition physique top pour que mon apprentissage catch se déroule le mieux possible. Et bingo, c'est ce qui s'est passé quand je suis allé chez Landstorm. J'étais déjà, et c'est sans me vanter, je m'en fous, mais j'étais déjà j'avais un physique. Je bougeais très bien dans le ring et la plupart des prises que Lens montrait, je les faisais du premier coup, tu vois, parce que j'arrivais à bien contrôler mon corps et à bouger comme il fallait. Plusieurs fois, Lens a dit, je me souviens un jour, je faisais à l'entraînement, je faisais déjà des German suplex avec le pont. Il me disait, putain, t'as un des meilleurs ponts que j'ai vu dans le business. Oui, pourquoi? Parce que depuis 2-3 ans, je le bossais tous les jours, 10 minutes par jour le pont, tu vois. J'étais dans cet état d'esprit. Ensuite, mes motivations, j'aimais le catch et surtout je pense que il y avait une part en moi qui déjà voulait faire, bon c'est peut-être de l'ego, je sais pas, je m'en fous, mais au final bon, c'est une motivation, ça sert toujours. Je voulais faire ce que personne n'allait faire avant moi, donc déjà aller au Canada, aller dans une bonne école de catch, une excellente école de catch, parce qu'il y avait une part de moi aussi qui voulait montrer que si je le fais, d'autres personnes peuvent le faire aussi. Parce que ça a toujours été ma mentalité, ça a été si quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, moi aussi je peux le faire. Point barre. Point barre, on s'en fout du reste. Et si quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, moi aussi je peux le faire. Ça a été comme ça pour tout le temps. Et au final, je pense que c'était l'élément directeur principal. Bon, bien sûr, j'aimais le catch, j'aimais ça, je voulais en faire. Et mieux que ça, quand j'ai commencé à en faire, là j'ai vraiment commencé à kiffer ma vie parce que je me disais, ça y est, je fais enfin ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Et voilà, je pense que c'était les éléments directeurs et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Une autre question? La majorité des personnes qui te connaissent ont connu ou connaissent un peu ta carrière aux États-Unis et en France, donc c'est principalement les carrières que la majorité des personnes connaissent de toi. Tu as sûrement dû catcher autre part, je suppose. S'il y avait un pays ou un catcheur qui t'a marqué, ça serait lequel?
Je pense, alors ouais, il y a une partie de ma carrière qui est un peu obscure, on va dire, parce que c'était une fédération à l'époque, c'est toujours le cas, qui n'est pas du tout présente sur Internet. C'est que j'ai quand même fait 4 ans à la Wrestling Stars, à la WS, avant d'aller à la WWE. Et ça, c'est une fédération en France, franchement, de 2008 à 2012, donc, avec qui je catchais. Alors, on faisait minimum 2 shows par week-end, et des fois, on en faisait carrément 3, tu vois. Et des fois même certains la semaine, mais c'est très rare, genre le mardi, tu vois. Donc imagine que pendant 4 ans, j'ai catché donc minimum 2 fois par semaine, parfois 3, et chaque soir je faisais 2 matchs. Donc un match simple ou un match en équipe et après le match final à 6. Donc tu fais le calcul sur l'année, sur 50 semaines, ça faisait 100 shows minimum, presque 200. Pendant 4 ans, j'ai fait presque entre 150 et 200 combats par an, tu vois. Et ça, je calcule les trucs, les gars. Vous, la plupart, vous faites 10 combats dans l'année, c'est bien. J'en faisais 150, tu vois. Et ça, c'est une partie de ma carrière. Vu que la WS était et est toujours très peu présente sur Internet, très peu de gens se rendent compte du nombre de matchs que j'ai encaissés à cette époque-là. Et je pense que c'est plus qu'un pays, tu vois, c'est cette période de ma carrière qui non seulement était excellente, parce que on catchait tout le temps, tous les week-ends. On était sur les routes, on était un groupe de catcheurs, on se connaissait par cœur. C'est genre, on avait tous des super matchs. En plus, à l'époque, c'était super parce qu'à la WS, tu avais les vétérans d'un côté, les Prince Zephy, les Flash Gordon, les Jackie, les Cybernic Machine, Bernard Van Damme, toutes des légendes du catch européen. Et après, tu avais tous les jeunes de l'autre côté. Donc, je te parle de ça, c'était il y a 10-12 ans, hein, plus 15 ans presque. À l'époque, on était jeunes. Il y avait moi, il y avait David Michel, il y avait White Storm, il y avait Napoléon, enfin il était Miseria à l'époque, Hugo Pérez, enfin il y avait tous ces mecs-là. On était des jeunes et c'était excellent parce qu'il y avait le contraste entre les vétérans qui eux faisaient leur match, ils moussaient, et nous on était les jeunes, on faisait des matchs de folie, quoi. Voilà, donc franchement c'est cette époque, et puis alors encore plus c'est énorme parce que en plus vu que c'était une machine qui tournait super bien, de 2008 à 2010 on était sold out tous les soirs. Je catchais en général minimum, quand on faisait 600 personnes, c'était un show de merde, tu vois. C'est genre, putain, il n'y a personne, 600 personnes, tu vois. Et en général, c'était 1000, 1500, c'était, c'est bien, c'est une bonne salle ce soir, tu vois. C'était un truc de fou. Et bon, avec moi j'arrivais à me rendre compte de la chance qu'on avait. Le problème, c'est que la plupart des Français qui étaient à la WS depuis le début, ils ne se rendaient pas compte de la chance qu'ils avaient, tu vois. Et il y a ça, et donc comme ça tournait bien, on a même fait des tournées de Zénith avec eux. Je ne sais même pas si vous êtes conscient qu'il y a une fédé française qui a déjà fait des tournées de Zénith. Vous saviez ça? Voilà. Et j'ai même catché au Dôme de Marseille. C'est au Dôme qu'on avait fait avec la WS. Au Dôme de Marseille, je l'ai fait en 2010 ou 2011, je ne sais plus. Et c'était 2011. Février 2011. Parce que le lendemain, on avait fait Cannes. Ouais, c'est ça. On avait fait le Dôme à Marseille, on avait fait une salle un peu plus petite à Cannes. C'était le choc des gladiateurs. C'était énorme. On a fait 15 zéniths avec la première tournée, 4 la première en début 2009. On a fait le cirque d'hiver 3 fois. Oui, les gens ils sont là, ils disent NXT au cirque d'hiver, ok cool, t'es gentil, j'ai catché que 3 fois au cirque d'hiver moi avec la WS. Et voilà, comme c'est cette période de ma carrière qui me tient quand même à cœur parce que franchement j'ai des gros matchs. Et c'est là que j'ai commencé à faire le Sportsiad d'ailleurs, et qui est toujours là d'ailleurs. Et si tu me demandais un catcheur qui m'a marqué, en fait tous les catcheurs de cette ère, tu vois, que ce soit les White Storm, les Hugo Pérez, les David Michel, qui sont des catcheurs que très peu de gens se rendent compte le talent qu'ils ont et surtout la connaissance qu'ils ont. Parce que tu vois, un mec comme White Storm, ça fait 20 ans qu'il catch presque, quasiment, et il revient bientôt en France, ça serait bien qu'on catch ensemble un jour, recatch ensemble un jour. Et Hugo Pérez, pareil, Hugo ça va faire 15-20 ans qu'il catch, un talent de fou, alors le mec il fait 130 kg, mais même pas de muscles, mais il bouge super bien. David, pareil, David c'est le genre de mec, quand on catchait, et même quand on catchait encore, la dernière fois qu'on catchait encore c'était il y a quelques années, les gens, enfin on était tellement intense, et on était tellement dans le même état d'esprit, que mec je vais te frapper fort, j'attends que tu fasses pareil, qu'on était tellement dans notre truc que, comment dire, c'est pas qu'on pétait un cap pour de vrai dans le ring, mais même les gens qui étaient les commentateurs, les arbitres et les présentateurs, des fois ils étaient, non mais vous savez que des fois, ils nous disaient après coup, vous savez que des fois on a du mal à savoir si vous êtes sérieux ou pas dans le ring, tu vois, genre dans la façon qu'on a de se frapper, de se parler et tout, et c'est parce que quand tu vis ce que tu fais, alors primo, les gens eux-mêmes du business doutent,
Et je vais pas te mentir, même moi des fois je doute. Tu sais, je suis tellement à fond dans mon truc avec un gars comme David, où quand je vais le frapper, bon bien sûr je vais pas lui déboîter la mâchoire, mais je vais le taper tellement fort, bien placé, que au final j'ai vraiment envie de le faire mal, parce que je me dis si je lui fais pas mal, lui il va me faire mal, tu vois. Et tu rentres dans cet état d'esprit où là tu as des matchs de folie, quoi, tu vois. Ça c'est super, mais ça tu peux vraiment l'atteindre ce niveau quand tu catches ensemble tous les soirs pendant 6 mois, tu vois. Là au bout de 6 mois c'est bon, on connaît tellement le mec que c'est bon, allez, vas-y on y va, quoi. Ouais. Une question? Alors attendez, quelqu'un qui a pas posé de question, t'en as posé une, je crois. Kélisha, t'as une question? J'ai pas posé de question. Ouais, vas-y alors, vas-y. Tu avais juste un peu répondu tout à l'heure, c'était par rapport à tes objectifs au début de ta carrière et ce qui t'a permis de rester justement accroché entre guillemets à cet objectif. Ouais. Et ça ne te dérange pas juste savoir à l'heure actuelle si c'est comme tu l'avais rêvé entre guillemets, si c'est comme tu avais espéré ou si tu es un peu déçu ou... Une phrase très importante que j'avais lue à l'époque dans un livre ou sur internet, je sais plus, et qui est toujours vrai, et ça va vous servir à vous aussi, c'est quand tu commences à penser à arrêter, réfléchis à pourquoi tu as commencé. Tu vois. Et comment dire, moi j'ai jamais vraiment pensé à arrêter, très rarement, mais dans tous les cas, parce qu'en fait pourquoi? Parce que je sais pourquoi j'ai commencé en fait. Je sais pourquoi j'ai commencé, parce que primo j'aime ça, et j'ai jamais voulu, en tout cas dans celle-ci, j'ai jamais voulu d'une vie ordinaire, point barre, tu vois. Et donc ça, c'est tout, ça ne me quittera jamais, tu vois. Alors après, est-ce que je ferai du catch toute ma vie? Oui, j'espère, touchons du bois, hein, j'en ferai le plus longtemps possible, mais dans tous les cas, je veux dire, voilà, alors ça me permet d'enchaîner sur la deuxième partie de ta question. Est-ce que c'était comme je l'avais imaginé? La WWE, non. La WWE, ça m'a quand même... ça a été une douche froide au début, de se rendre compte que c'était quand même un endroit très politique, dans le sens que si on te met dans une case, c'est très dur d'en sortir. Point barre, tu vois. Si on te met dans la case, dans mon cas, c'est du petit français qui se barre en courant et qui fait rien d'autre, ça va être dur d'en sortir. Putain, parce que quand tu as tous les officiels, les Triple H, tout ça qui te voient comme ça, il va vraiment falloir faire autre chose. C'est pour ça qu'aller à TNA, ça a été un grand bol d'air pour moi. Parce que là-bas, il n'y avait pas les gens qui me disaient toi, t'es juste le français qui, entre guillemets, ne sert à rien, entre guillemets, tu vois. C'est pas vraiment ça, mais c'était un peu ça. Et à la TNA, c'était une carte blanche pour faire ce que je t'aime faire. Mais en français, tu vois. Mais voilà. Et pour catcher, tu vois. Et à TNA, ça m'a permis de montrer. Peu importe, c'est pas même pas pour le montrer, ça m'a permis de faire. Je m'en foutais de montrer au monde, m'en bats les couilles tant que moi j'aime ce que je fais, tu vois. Et ça m'a permis de faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire faire des matchs, et catcher, et faire des matchs de plus de 2 minutes où j'avais des prises que je pouvais faire, tu vois. Et voilà, donc ça à ce niveau-là, la WWE, j'avoue, ça a été quand même, ça m'a bien refroidi. Impact, ça m'a redonné foi dans le catch télévisé. Et après, depuis Impact, donc ça fait quand même 6 ans, faire les tournées que j'ai fait dans d'autres pays, partir catcher, peu importe où, Moyen-Orient, Japon, tout ça, c'est même encore actuellement, c'est pas que c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée que c'est super cool parce que, mec, quand je pars catcher dans un nouveau pays ou que je pars, regarde, pour faire simple, c'était quand ça? C'était où? C'était la dernière fois que... Parce qu'en fait, on a un groupe de catcheurs très potes, avec... potes très proches, avec Fabio Ferrari, Red Scorpion, qui est un catcheur italien, et Gianni Valletta, qui est un catcheur de Malte. Et par exemple, c'était, je me souviens, c'était mi-décembre, je crois, je suis allé catcher à Malte, donc l'île de Malte. Je ne suis pas resté longtemps, c'était juste pour le show. Mais au final, regarde mec, je suis dans l'avion, je suis en train de me dire, putain c'est super, il y a Gianni, le promoteur à Malte, il me paye le billet d'avion et il me paye l'hôtel pour aller voir des potes et catcher chez lui. Top, tu vois. Et sur le show, donc il y avait Gianni, il y avait Red Scorpion, il n'y avait pas Fabio Ferrari. Mais tu vois, c'est ça, et vivre ce genre de truc toujours actuellement, pour moi c'est super cool. Et par contre, tu vois, à l'époque, quand je commençais le catch, jamais j'imaginais que ça pouvait être aussi cool, tu vois. De se dire quand tu as commencé à avoir un bon niveau et que tu es reconnu internationalement, les gars ils te payent le billet d'avion, ils te payent l'hôtel, même certains te payent pour catcher, et puis voilà, quand tu es là, tu vas voir tes potes, parce qu'au fur et à mesure, c'est bon, moi je connais tellement maintenant de catcheurs en Europe et même mondialement que, regarde,
en 2018 ou 2019, je sais plus, j'étais allé en Californie, vite fait, pour 1 ou 2 semaines, en vacances, et il y avait Impact Wrestling qui avait des enregistrements là-bas. Comme je connaissais plein de catcheurs backstage, je leur fais yo, je suis à Las Vegas, vous faites le taping, je peux passer dire bonjour et tout. Ouais, vas-y, viens et tout. Donc je suis allé dans les vestiaires. Yo, c'est énorme. Genre, je connaissais tellement de monde dans les vestiaires que c'était énorme, c'était mort de rire. À l'époque, il y avait encore Karrion Kross et c'est Karrion Kross ou Killer Kross, je sais plus, avec sa meuf, la blonde. Ouais, Scarlett Bordeaux, ils étaient encore à Impact. C'était énorme parce que tu vois, eux, ils m'avaient jamais vu, mais je connaissais tellement de monde dans les vestiaires entre. Eli Drake, qui s'appelle comment maintenant, LA Knight, Taya Valkyrie, Sami Callihan, il y avait aussi le grand Sawyer Fulton. Bref, je veux dire, je connaissais tellement de monde backstage, genre à faire des hugs, à serrer les mains, oh mec, ça va, putain, ça fait longtemps et tout, que les autres catcheurs me regardaient, c'est qui, putain, genre pour qu'ils connaissent autant de monde, tu vois. Et, enfin bref, c'était super marrant. Et non, j'avoue, ça c'est assez fun et c'est le genre de truc, tu t'en rends pas compte au début, mais ouais, si t'as un bon niveau et que tu voyages pas mal, c'est des expériences super cool à vivre, quoi. Question? Quels sont tes conseils pour l'écriture d'un personnage ou storyline et quel est le meilleur conseil que t'a donné Paul Heyman? Alors, pour le personnage, développement d'un personnage, je donne le conseil que m'avait donné Dusty Rhodes, regarde énormément de films. Il faut que tu regardes énormément de films, d'Hollywood principalement, parce que les personnages dans les films d'Hollywood sont quand même très très bien construits, les bons films bien sûr. Tu regardes des films comme Le Parrain, tu regardes des films comme Rocky, tu regardes des films comme même les derniers, certains Batman où les méchants sont très bien construits. En fait, voilà, plein de films, il faut manger du film parce que tu prends un peu des personnages comme Bray Wyatt, pas The Fiend, tout ça, bon, The Fiend aussi, mais Bray Wyatt c'était un mélange entre le personnage de Robert De Niro dans... putain, c'était quel film? Un film avec Nick Nolte et Robert De Niro, où en fait Robert De Niro faisait un mec qui sortait de prison et qui voulait se venger de l'avocat qu'il avait mal défendu. Piège en eau trouble, peut-être? Je sais plus. Enfin bref, le mec, dans le film, Robert De Niro, il est habillé comme Bray Wyatt. Chapeau blanc, chemise hawaïenne, tu vois. Et après, c'était aussi un mélange avec un gars dans The Devil's Reject, je crois, c'était un film de Rob Zombie. Voilà. Et en fait, Dusty nous avait expliqué que Bray avait mélangé ces deux personnages pour faire Bray Wyatt. Donc regarde beaucoup de films pour les personnages. Écriture de storyline, écoute, bon, moi je suis pas un expert, pareil, quand tu apprends à bien regarder un film et que tu apprends à comprendre comment une histoire est racontée, bah, tu comprends comment écrire une storyline. Ça, après tu peux toujours prendre des cours d'écriture de livres ou d'histoire, tu sais, ça existe sur internet. La plupart des scripteurs de la WWE, ils ont des formations de scripteurs d'Hollywood. Et ça, c'est des formations que tu vas à l'école pour apprendre. Et pour le meilleur conseil que m'a donné Paul Heyman, c'était... je lui avais posé la question dans l'optique, monsieur, vous avez 5 minutes pour que je vous pose une question. Dans toute votre carrière, à travers tous les gens que vous avez managés, notamment les méga stars, parce que Heyman a managé Rick Rude, il a managé Steve Austin, il a managé Undertaker, il a managé CM Punk, il a managé Brock Lesnar, il a managé... Ouais, bon, Cesaro aussi. Ouais, mais bon, après, c'est déjà établi. Moi, je te parle vraiment au début. Il a managé Steve Austin avant qu'il devienne Stone Cold. Le père de Reigns. Le père de Reigns. Il a managé plein de gens. Donc, bref, moi, je fais voir à travers toutes ces méga stars que vous avez managées. Est-ce qu'il y avait, selon vous, un point commun entre toutes ces stars qui faisait qu'elles connectaient tellement avec les foules? Parce que je leur dis, le but du catch, c'est de connecter avec la foule. D'accord? Quand tu sors du rideau, que les gens connectent, qu'ils ne soient pas juste là à faire ah ouais d'accord, ok, vas-y, qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu as fait hier, tu vois, non, tu as envie que, ouais, qu'est-ce que tu disais hier, oh, putain, c'est qui lui là-bas, tu vois, voilà, grosso modo, c'est ce que vous voulez. Bref, et là donc, je lui pose la question, et il s'arrête, et bon, après, il me fait mousser, bel esprit, mais bon, après c'est pas Heyman, donc on ne sait pas trop si on peut le croire, il me dit, c'est une des meilleures questions qu'on m'ait jamais posées. Ce qui, au final, j'ai envie de dire, ça doit être la question que tout le monde pose. Parce que, je redis, si le but du catch c'est de connecter avec la foule, moi je vais voir The Rock, par exemple, je ne l'ai jamais fait, mais si un jour je vois The Rock, je fais, excusez-moi monsieur, je peux vous poser une question, qu'est-ce qui fait que selon vous, vous avez eu autant de succès dans le catch, je parle en tout cas, vous avez autant connecté avec la foule? Point barre. Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes le People's Champion? Point barre. Et je vois ce qu'il me dit. S'il me dit, écoute mec, je croyais dans tout ce que je faisais, ben déjà, ok d'accord, cool, je me note. Après bien sûr, il ne va pas me dire, c'est parce qu'on m'a bouclé comme ça, il ne va pas me le dire.
Mais c'est très important aussi. C'est sûr, si tu n'es pas booké pour être champion et pour être babyface, tu ne vas jamais connecter avec la foule. Enfin, en tout cas, pas autant. Bref, ça pour dire. Paul Heyman, il me dit, ouais, c'est la meilleure question qu'on m'ait jamais posée. Et après, tu sais, il réfléchit un peu, il me dit, tous ces mecs-là, chaque fois qu'ils franchissaient le rideau, ils savaient au fond d'eux qu'ils étaient une star. Et donc, mes amis, si je peux vous laisser sur ces mots de sagesse, si vous ne savez pas au fond de vous que vous avez ce qu'il faut pour être catcheur, ben vous n'êtes peut-être pas dans le bon business. Et merci à la TPW pour cette super expérience. Au revoir.